Du coup, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient tellement à cœur. En quelques mots, je suis docteur en sciences de l'éducation. J'ai fini mon doctorat il y a bientôt une année et j'ai travaillé sur la question justement de la participation des élèves dans le contexte primaire. Donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je suis d'autant plus ravie de participer avec Marc qui a fait la même formation que moi. On sort de la même volée, donc c'est très chouette. Voilà. Voilà comment va se dérouler ma présentation. Donc, tout d'abord, je sais que vous êtes apparemment plutôt familier et familière avec les questions de droits de l'enfant, mais je vais faire un très bref survol des enjeux autour de ce que sont les droits de l'enfant. Et puis, je m'intéresserai plus spécifiquement à la participation des enfants et aux pratiques scolaires qui sont liées à cette participation des enfants, avant de questionner plus sociologiquement, si on veut bien, la place des enfants et réciproquement, évidemment, la place des adultes qu'implique une participation effective des élèves. Alors, comme je l'ai annoncé, on va commencer avec les droits de l'enfant. Donc, les droits de l'enfant, vous le savez probablement, c'est principalement une convention, la Convention relative des droits de l'enfant des Nations Unies qui est entrée en vigueur en 1989 et qui contient différents types de droits. On parle de génération de droits. Il y a les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels qui sont rassemblés dans ce texte de loi. Ça implique du coup les droits civils comme le droit à une identité, les droits politiques, c'est justement les droits de participation, de pouvoir donner son avis, alors que les droits économiques, sociaux et culturels, c'est plus d'accès à certains services, par exemple à des services de santé, à certaines protections sociales, etc. Dans le petit monde des droits de l'enfant, on a tendance à résumer ces différents droits, le contenu des droits de l'enfant avec les 3 P. On a la protection, les droits de protection, donc tout ce qui est protection de l'enfant contre des violences, contre des traitements abusifs, contre le travail forcé, etc. On a la participation des enfants, et puis c'est là-dessus qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Tout ce qui permet aux enfants de donner leur avis, d'être entendus, de s'informer, d'avoir cet accès démocratique. Et puis finalement, il y a les prestations, l'école, les services de santé, toutes ces choses qui sont mises à disposition des enfants pour leur permettre de jouir de certains droits. La Suisse, elle a ratifié la Convention en 1997. À travers cette ratification, elle s'engage à respecter les différents droits qui sont énoncés dans la Convention et elle est régulièrement évaluée par le Comité des droits de l'enfant, qui est un comité d'experts indépendants qui vont, de manière assez régulière, évaluer comment les États mettent en place les droits de l'enfant et puis quelle évolution il y a entre chacune de ces rencontres entre l'État et le comité. Au-delà de cette convention, qui est finalement un outil légal et très formel, les droits de l'enfant, c'est vraiment un mouvement social beaucoup plus large qui vise à questionner l'enfant, à questionner la place de l'enfant dans la société et réciproquement la place des adultes, la place de l'État. Qu'est-ce qu'en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'en tant qu'État, on doit mettre en place pour reconnaître à l'enfant son statut de droit et puis son statut d'acteur ou d'actrice sociale. La participation, je le disais, c'est un élément qui est au cœur des droits de l'enfant. Et quand on parle de participation, on parle généralement de l'article 12, dont je vous ai mis un extrait ici, et qui évoque très explicitement 2 choses. Premièrement, le droit des enfants d'exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les intéressent. Et deuxièmement, le droit de voir son opinion être dûment prise en considération en fonction de son âge et de son degré de maturité. Pour qu'on parle de participation, il y a donc ces 2 éléments qui sont fondamentaux et on va y revenir. Pourtant, malgré l'engagement de la Suisse, malgré les indications du comité, le comité a rencontré la Suisse en 2021 et il ressort de cette rencontre que certes, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place autour de la participation des enfants, mais que la Suisse peut encore renforcer ces dispositifs pour favoriser une participation active des enfants. Et le comité recommande notamment de mettre en place des mesures qui visent à promouvoir une participation active et effective des enfants, notamment à l'école, en créant des conseils scolaires qui permettent aux enfants d'être réellement pris en considération dans les prises de décision qui vont
influencer leur environnement et puis leur existence. Seulement, la participation, ça fait partie d'un contexte un petit peu plus large d'éducation aux droits de l'enfant. La Déclaration des Nations Unies autour de l'éducation et de la formation aux droits de l'homme, elle aborde ces trois dimensions. Pour qu'une éducation aux droits humains soit complète, il faut d'abord qu'on apprenne au sujet des droits de l'homme, au sujet des droits de l'enfant. Donc, il faut vraiment développer une connaissance, une culture, des valeurs qui soient propices à la participation, à la démocratie, aux droits humains. Il faut que les enfants soient sensibilisés à ces dimensions-là pour que ça fasse sens pour eux. Ensuite, il faut apprendre, selon cette déclaration, les droits de l'homme à travers le processus éducatif. Donc, on a vraiment cette dimension, le contenu de l'éducation et le processus éducatif qui vont être en interaction pour favoriser une réelle éducation aux droits humains. Et ces deux éléments, mis côte à côte, permettent une émancipation des enfants, donc un réel impact en faveur des droits humains, en faveur des droits de l'enfant. Les enfants, en apprenant sur leurs droits, en expérimentant leurs droits, vont devenir des vrais acteurs, des vraies actrices sociales qui vont pouvoir agir pour leurs droits et pour les droits d'autrui. Donc, ces trois dimensions permettent une éducation globale qui fait interagir d'une part le fait de connaître ses droits pour pouvoir en bénéficier, et d'autre part le fait d'expérimenter, et c'est là que toutes les pratiques participatives qu'on va voir aujourd'hui entrent en compte, d'expérimenter ces droits pour leur donner du sens. On vous encourage toutefois, si vous voulez vraiment intégrer ça dans un processus de droits de l'enfant, de faire ce va-et-vient entre un contenu plus formel et des pratiques quotidiennes ralliées à la participation et aux droits de l'enfant. Voilà pour le petit portrait autour des droits de l'enfant. J'espère que c'était assez court, mais pas trop, et puis que ça a permis de mettre tout le monde au même niveau. Maintenant, je vais me concentrer un petit peu plus spécifiquement sur comment est-ce qu'on met en place cette participation dans le contexte scolaire. Pour aborder ces questions, je vais m'appuyer sur les résultats de ma thèse, notamment. Donc, très brièvement, j'ai mené une étude par cas dans des écoles publiques et des écoles privées situées en Suisse romande pour évaluer le poids du système scolaire sur les dispositifs participatifs des enfants. Et puis, pour faire ça, j'ai rencontré des enseignants, des élèves et des directions en mettant en parallèle leurs discours avec des textes officiels et des textes légaux. Donc, voilà d'où vont venir les données que je vais aborder avec vous. Alors, lorsqu'on parle de participation des enfants, de quoi on parle? Je vous l'évoquais tout à l'heure, il y a vraiment ces deux dimensions qui émergent. D'une part, le fait d'exprimer son point de vue. Il faut que les enfants puissent exprimer leur point de vue, mais qu'ils soient aussi pris en considération. Ça implique qu'il y ait des espaces adaptés, des espaces aussi bien physiques que symboliques qui permettent aux élèves de se rencontrer. Je vous donne un exemple. Si vous voulez mettre en place un conseil d'établissement et rassembler beaucoup d'élèves, il va falloir avoir un espace qui permette d'accueillir tous ces élèves-là. Mais il faut aussi un espace qui soit sécurisé, dans lequel les enfants se sentent confortables, dans lequel ils sont encouragés à exprimer leur point de vue. Ensuite, il faut que les élèves puissent exprimer leur voix. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'une part que tous les élèves doivent pouvoir participer d'une manière qui leur convient. Donc, il faut adapter le processus, il faut adapter le dispositif pour que des élèves qui soient moins familiers avec une culture de la participation puissent malgré tout participer. Ça implique aussi que les élèves puissent aborder d'une part des thématiques qui leur tiennent à cœur et d'autre part, qu'ils puissent le faire sans pression adulte. Donc, s'ils ont des opinions à donner qui sont peut-être contradictoires avec celles de l'adulte, accepter, du moment que c'est fait évidemment dans un contexte de respect comme on pourrait le faire envers eux, mais accepter qu'un enfant ne soit pas d'accord avec un adulte, ça fait partie d'une participation effective. Ensuite, il faut que les élèves puissent avoir une influence, donc que leur point de vue soit pris en considération dans le processus décisionnel pour que cette participation soit effective. Et il faut qu'ils aient une audience qui soit apte à écouter les élèves, donc des adultes qui soient en mesure, d'une part, d'encourager, de soutenir les élèves, et d'autre part, de mettre en place cette influence et de transmettre le message aux personnes qui seraient concernées par ce qui est dit par les enfants.
Lorsque le point de vue des enfants n'est pas pris au sérieux, qu'il est demandé mais pas pris au sérieux, par exemple si on met en place un conseil, mais qu'on impose les thématiques et puis qu'au final, toutes les discussions ne servent strictement à rien, que c'est vraiment juste pour faire joli, on va parler de tokenisme. C'est un terme anglais qu'on peut remplacer en français par de la participation artificielle, la participation superficielle, une participation de surface, mais on a tendance à parler de tokenisme. Et le tokenisme, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup dans les processus participatifs, puisque les enfants, souvent, n'ont pas cette influence sur leur environnement qui devrait découler d'un processus participatif. Alors, évidemment, le fait de critiquer un processus tokenistique n'est pas un argument pour défendre l'absence totale de participation. Évidemment que c'est mieux d'avoir une participation un petit peu artificielle plutôt que pas de participation du tout, du moment que c'est en mouvement. Et puis que le processus tend vers une participation plus effective ou plus réelle. On observe dans les données que le tokenisme permet l'acquisition de certaines compétences comme la communication, la collaboration, la démarche réflexive. Donc, ça permet, ce genre d'exercice superficiel, de développer certaines compétences, même si on observe aussi que ça développe de grandes frustrations, aussi bien pour les enfants qui ne se sentent pas pris en considération, que pour les adultes qui mettent de l'énergie dans la mise en place de ce genre de dispositif et qui voient qu'il n'y a aucun résultat derrière. Donc, il faut trouver l'équilibre entre OK, on développe des compétences, mais parallèlement à ça, eh bien, il y a de la frustration qui émerge, ce qui risque de désengager les élèves de ces processus-là. Il y a donc différentes, évidemment, vous vous en doutez, différentes manières de dépasser le tokenisme. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de fournir aux élèves, aux enfants, un feedback qui soit adapté et qui concerne les décisions qui ont été prises. Participer, ça ne veut pas dire imposer son point de vue, ça veut dire être pris en considération. Ce n'est pas parce que les enfants donnent un avis que vous devez faire ce qui a été dit, mais par contre, si vous décidez de ne pas suivre ce qui a été demandé par les élèves, donnez-leur un retour qui soit adapté et qui leur permette de comprendre, OK, on a eu une influence, mais pour telle et telle raison, on n'a pas pu mettre en place nos besoins. Ce feedback, il est important dès qu'il sorte un petit peu des rails adultes. Déjà, il est important qu'il soit adapté aux enfants, donc qu'il soit exprimé dans un langage qui permette aux enfants de comprendre ce qui en ressort. Il faut que le feedback soit rapide. On a une temporalité qui est parfois un petit peu lente, surtout dans les écoles où il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'acteurs-actrices qui vont influencer une prise de décision, mais faire un retour régulier et rapide aux enfants pour leur permettre de voir comment leur proposition a été transmise plus loin, a été prise en compte est très important. Il faut que ce feedback soit suivi. Donc, s'il y a plusieurs étapes, OK, on va demander telle chose à la commune, faire un retour à ce moment-là. Une fois qu'il y a le retour de la commune, faire le retour aussi. Et puis, avoir vraiment cette volonté de communiquer aux enfants en quoi ils ont eu un poids dans la prise de décision. Ça implique aussi de laisser aux enfants le temps nécessaire pour participer. La temporalité des enfants n'est pas toujours la même que la temporalité des adultes. Les débats peuvent être beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles à mettre en place. Accepter cette temporalité-là, ne pas imposer un temps court parce que vous allez perdre en efficacité. Il faut sortir du point de vue adulto-centré, entendre que les enfants sont compétents, ne pas les sous-estimer, et puis accepter que notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses n'est pas forcément la meilleure façon de voir les choses. Donc, entendre les enfants comme ils souhaitent être entendus. Un autre conseil qui émerge des recherches scientifiques, c'est qu'il est important de ne pas faire dépendre les processus scientifiques, les processus participatifs, d'individus spécifiques. Le problème des individus qui portent un projet, c'est que du moment qu'ils déménagent, qu'ils ont leur temps de travail qui diminue, qu'ils se retrouvent un petit peu en retrait, eh bien, le projet tombe à l'eau. Donc, l'enjeu pour une participation effective, c'est vraiment d'institutionnaliser les choses plutôt que de les faire peser sur les épaules d'un enseignant ou d'une enseignante. Il s'agit aussi d'adapter le processus.
Tous les processus participatifs ne sont pas adaptés aux enfants. On a tendance à faire un réplica de ce qui se fait dans le monde adulte souvent. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire participer des adolescents, des adolescentes, de faire participer des enfants en bas âge? C'est une question qu'il faut se poser et puis peut-être co-construire le dispositif avec les élèves pour leur permettre d'être le plus engagés possible. Et finalement, c'est important d'accepter la non-participation. La non-participation, c'est quelque chose, alors il ne faut pas qu'elle soit induite par un inaccès à la participation. On parle bien sûr d'adapter le processus à tous les élèves, mais certains élèves ne souhaitent pas participer. Donc, accepter que ces élèves ne participent pas, la participation étant un droit, mais pas un devoir. Dans ma thèse, j'ai pu observer différents types de participation dans le contexte scolaire. Plus concrètement, Marc va vous donner des exemples beaucoup plus parlants que ceux que je vais brièvement aborder ici tout à l'heure. Mais on a d'une part la participation pédagogique qui permet aux élèves d'influencer les dimensions vraiment pédagogiques de leur parcours scolaire, aussi bien sur le plan des méthodes que sur le plan des contenus. Ça implique de laisser les élèves co-construire leur savoir, de reconnaître les connaissances que les enfants ont. Et ça se joue à travers des méthodes actives, participatives, de coopération, de collaboration, de spécialistes. J'ai par exemple rencontré sur mes terrains des classes où il y avait un bureau d'entraide avec un élève, lorsqu'il avait une difficulté, qui allait à ce bureau d'entraide, et puis les élèves qui comprenaient bien allaient lui donner un coup de main. Donc, certains dispositifs physiques comme ça qui permettaient aux élèves de s'entraider plutôt que de passer d'office par l'enseignant ou l'enseignante, par des approches participatives, des approches interdisciplinaires, de la pédagogie par projet, etc. En mettant en place des classes flexibles avec des ateliers où les élèves peuvent se déplacer d'un point à l'autre pour travailler en fonction de leurs intérêts, avec des plans de travail pour leur permettre de moduler leur horaire. Donc ça peut se faire dans les petites classes, mais aussi dans les degrés plus élevés où les élèves pourraient, je ne sais pas, pendant le cours, mettons, de français, choisir pendant la semaine à quel moment ils préfèrent faire de la lecture et puis à quel moment ils préfèrent faire de la grammaire. Donc ça peut se jouer soit au niveau général de la semaine, soit au niveau plus spécifique d'une discipline. La différenciation pédagogique, elle encourage aussi cette participation puisqu'elle permet aux élèves de vraiment fonctionner à leur rythme et en fonction de leurs intérêts. Pour mettre en place une participation pédagogique, il y a différentes stratégies qui sortent du terrain. Premièrement, évidemment, il y a le fait d'écouter les élèves. Demandez à vos élèves, est-ce que c'est OK pour vous si on commence par ci, si on commence par ça, ou est-ce que vous préférez qu'on fonctionne autrement? Ou alors, si vos élèves vous disent, non, mais en fait, moi, je préférerais qu'on commence par le français ce matin, ben, OK, pensez à une certaine flexibilité pour modeler le programme en fonction des besoins. Une deuxième stratégie qui est moins directe se joue beaucoup à travers l'observation. Beaucoup d'enseignants m'ont dit, ouais, mais en fait, alors moi j'ai un programme, je suis obligée de le suivre, mais en fait, s'il y a des dimensions où je me rends compte que les élèves adhèrent pas du tout, ben, je vais passer beaucoup plus vite, alors que si j'observe certaines thématiques qui les accrochent, alors là, je vais mettre en place des pièces de théâtre, des ci, des ça, pour aller plus loin dans la thématique. Donc, observer l'intérêt et les besoins des élèves. Ou alors proposer en mettant en place différentes manières d'apprendre, différents ateliers et leur proposer de naviguer dans ces différentes directions. Il y a évidemment, vous vous en doutez, des limites à cette participation, des limites qui sont d'une part la diversité des besoins. En face de vous, vous avez plus d'une vingtaine de personnes complètement différentes. Comment est-ce que vous pouvez mettre en commun ces différentes individualités pour ne pas vous perdre au milieu du groupe? Donc ça, c'est toujours un équilibre à trouver que vous pouvez trouver à travers un plan de travail, à travers une classe flexible, où là, vous aurez quand même défini le cadre et les élèves pourront naviguer dans le cadre défini. Il y a aussi évidemment des limites en termes de programme, et puis c'est peut-être les plus lourdes limites à la participation pédagogique. Vous avez X évaluations à rendre à la fin du semestre, de l'année, du mois. Comment est-ce que vous arrivez à jongler avec cette contrainte-là pour pouvoir modeler votre programme tout en restant dans le cadre dans lequel vous devez évoluer? Donc, soyez conscient qu'il y a des choses à mettre en place, mais qu'il y a toujours ce contrepoids qui va vous peser sur les épaules aussi.
Et la deuxième forme de participation que j'ai pu observer sur le terrain, c'est la participation que j'ai appelée structurelle. Et puis, cette participation, elle permet aux élèves d'influencer le fonctionnement général de leur parcours scolaire. Donc, c'est quelque chose qui est moins en lien avec l'apprentissage lui-même, mais plus avec l'environnement scolaire dans lequel ils évoluent. Et puis ça se joue à travers les très connus conseils d'établissement, conseils de classe, mais aussi en donnant certaines responsabilités aux élèves. Alors ça peut être nettoyer le tableau ou arroser les plantes, mais ça peut aussi être la médiation par les pairs ou ce genre de rôles-là qui sont très, très importants dans un établissement scolaire. Ça peut être impliquer les élèves dans la rédaction de leurs règlements, de classe, d'établissement, donc vraiment leur donner du pouvoir sur l'organisation générale de leur établissement. Les élèves sont très friands de ce genre de participation, ils la conscientisent aussi plus que la participation pédagogique. Les élèves identifient notamment la force de ces participations-là pour régler les problèmes en lien avec le climat de classe. En contrepartie, les enseignants ont tendance à reconnaître l'importance de ces conseils-là, de cette participation structurelle-là, mais à trouver de moins en moins de temps disponible pour le faire, de temps où il y a tous les élèves de la classe qui sont réunis ou tous les élèves de l'établissement qui sont réunis, et puis à trouver du temps dans un programme déjà très chargé pour mettre en place un conseil qui aurait lieu une fois par semaine, par exemple, comme ce qui est souvent sollicité par les élèves. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qui est demandé, qui est reconnu, mais qui n'est pas évident à mettre en place. Pour plusieurs choses. Premièrement, parce que cette participation, elle implique de questionner l'organisation générale de l'école. Par exemple, si vous avez des élèves qui demandent une plus longue récréation l'après-midi, ça va impliquer de questionner le programme général, donc l'horaire de bus. Donc, il y a certaines choses qui ne vont pas pouvoir être mises en place parce que l'organisation générale est trop large. D'autres enjeux sont financiers et temporels. On parlait tout à l'heure du temps des enfants, qui n'était pas forcément le même temps que celui des adultes. J'ai l'exemple d'un enseignant qui me racontait que dans le conseil, ils avaient demandé des tables de ping-pong. Et du temps qu'ils fassent la demande à la commune, qui accepte, qui mette le budget en place, qui lance la construction des tables de ping-pong, les élèves qui avaient demandé la table n'étaient plus présents dans l'établissement, et puis ceux qui étaient fraîchement arrivés ne jouaient plus au ping-pong. Donc finalement, cette temporalité peut être problématique pour réellement favoriser la participation. Et puis finalement, les aspects géographiques, si vous avez, par exemple, plusieurs bâtiments et que vous devez réunir tous ces élèves pour un conseil d'établissement, ça va demander une organisation extrêmement lourde qui va influencer beaucoup de choses par rapport à l'organisation de ces conseils-là. Ce qu'on observe, je vois que le temps file, ce qu'on observe dans les données, c'est que d'une part, la participation structurelle, elle augmente au fil des degrés. Donc, chez les petites classes, on a tendance à ne pas trop leur donner de pouvoir sur la structure de leur apprentissage, sur l'environnement général. Mais par contre, chez les élèves plus âgés, on le voit par exemple dans la loi vaudoise où les conseils sont plébiscités à partir du cycle 2, sauf erreur de ma part, on a tendance à augmenter cette participation au fil des degrés. A contrario, la participation pédagogique, elle est beaucoup mise en place dans les classes d'élèves très jeunes, avec des ateliers, une diversité d'activités, etc. Et plus les degrés avancent, moins cette participation est présente parce que la forme scolaire se renforce, se fige et que c'est de plus en plus difficile d'avoir cette marge de manœuvre. La participation structurelle, elle est surtout efficace dans le contexte local, au niveau de la classe, au niveau éventuellement du bâtiment, mais elle devient très rapidement tokenistique dans des contextes plus globaux. Du moment qu'on fait un conseil d'établissement, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre une participation effective. La participation structurelle, elle est beaucoup mise au profit du climat de classe. C'est un élément très important pour résoudre les conflits entre les élèves. Et puis, elle est fortement plébiscitée dans le contexte alternatif et un petit peu moins dans le contexte public au niveau scolaire. La participation pédagogique, elle est très mise en tension dans les discours des enseignants, des enseignantes, de la direction, entre les rythmes et les besoins des élèves et
les injonctions qu'ont les enseignants et les enseignantes en termes évaluatifs et en termes de programme. Donc, il y a vraiment très souvent cette tension qui émerge des données. C'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps. Elle est par contre identifiée par les enseignants et enseignantes comme favorable aux apprentissages. Et elle est très plébiscitée également dans le système alternatif et de plus en plus présente dans le système public. Et donc, il me reste 5 minutes pour aborder la posture de l'adulte. Qu'est-ce que ça implique de faire participer les élèves? Ça implique de considérer qu'au-delà d'un droit, c'est vraiment un enjeu social. Ça questionne toute la société entre les adultes, les enfants et toutes ces relations intergénérationnelles. Ça implique de questionner la place de l'enfant dans la société, puisque l'enfant, c'est plus seulement un acteur du système, c'est vraiment un sujet de droit qui a la possibilité d'influencer sur son environnement. Ça a évidemment des implications pour les adultes. J'ai par exemple rencontré sur mes terrains des élèves qui n'étaient pas d'accord avec leur enseignante et puis qui l'exprimaient très clairement. Donc, ça implique d'accepter de la part de l'adulte que l'enfant puisse ne pas être d'accord avec soi et puis avancer de manière constructive avec ces élèves-là. Et ça implique de dépasser la dichotomie entre les adultes et les enfants. Certes, les adultes gardent la responsabilité de la sécurité, de la structure, de l'apprentissage. Vous avez cette charge-là qui vous est attribuée. Mais par contre, socialement, les rôles deviennent de plus en plus horizontaux et l'enjeu, c'est d'avancer ensemble avec les élèves. Donc, évidemment, ça implique de reconnaître vos élèves comme étant compétents ou compétentes. Ça implique aussi de ne plus être l'unique détenteur ou détentrice du savoir, mais d'accepter que vos élèves ont également un savoir qui peut être valorisé. Ça implique de ne plus être l'unique détenteur ou détentrice du pouvoir, puisque ce pouvoir, il est discuté, remis en question par vos élèves. Et donc, la posture enseignante, elle passe d'une forme de posture assez directive, assez transmissive, à quelque chose de plus, de moins formel, et vous allez plus être dans un processus d'accompagnement si vos élèves peuvent réellement participer dans votre contexte scolaire. Ça questionne évidemment l'autorité que vous allez avoir et ça implique que vous acceptiez dans votre quotidien une forme de flexibilité et d'incertitude. J'ai mis ici une bougie, j'ai une de mes collègues qui très justement exemplifie ça en disant « le pouvoir, c'est comme une flamme. Si vous allumez avec votre bougie la flamme d'une autre personne, vous n'allez pas perdre la vôtre de flamme, vous allez juste donner la flamme à l'autre. Les enfants ne vont pas vouloir voler votre pouvoir, c'est juste une question de partager le pouvoir avec les enfants. » Et ça implique du coup de questionner l'autorité. On a tendance, aussi bien en termes légaux qu'en termes de posture, en tout cas c'est ce qui ressort de mes données, à avoir une infériorité assez marquée des enfants élèves par rapport aux adultes, les élèves qui doivent se conformer aux adultes, ou les enseignants qui disent « non mais c'est moi la chef, c'est moi qui commande ». Donc questionner cette place qu'on a en tant qu'adulte, prendre conscience de ce pouvoir qu'on a en tant qu'adulte et le remettre en question, pour pouvoir repenser son rôle. Vous avez là un extrait, leur vision aux élèves a le même poids que la mienne. Je ne vois pas pourquoi je devrais me faire passer avant eux. On est les mêmes âmes, quoi. Donc vraiment considérer les élèves de manière plus horizontale et puis casser cette hiérarchisation le plus possible pour favoriser la participation. Et pour conclure, je vous ai mis cet extrait de Rob qui questionne très justement sa posture, sa confiance en soi pour pouvoir favoriser l'autonomie, la participation des enfants. Et qui dit avoir de l'autorité en tant qu'octor, c'est avoir cette confiance suffisante en soi pour accepter de se confronter à l'autre avec son savoir et ses manques, en ayant le souci de lui ouvrir des voies non tracées à l'avance vers l'autonomie, de l'aider à poser des actes lui permettant de s'essayer à être à son tour auteur de lui-même. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un certain nombre de vos questions, que j'ai ouvert la réflexion pour les exemples que va nous proposer Marc, et je vous remercie pour votre attention.